Donc, merci à tous pour l'accueil, merci à la Sven pour l'invitation et merci à vous tous pour être venus ce soir. Donc, comme Alexandre vient de l'expliquer, l'idée pour moi c'est ce soir de vous parler un peu de ce que j'ai appelé les ramifications du cycle du combustible. Le nucléaire est potentiellement, probablement au niveau mondial, au devant d'un tournant assez majeur, d'une potentielle explosion d'innovation, de nouveaux réacteurs innovants, de nouvelles philosophies de gestion des matières. Et ce que j'ai voulu faire avec cette présentation, c'est non pas vous expliquer quelle sera la stratégie que le monde ou que la France va suivre, j'en serais bien incapable, je ne connais pas grand monde qui en serait capable, même au sommet de l'État, mais en revanche de tracer les différentes possibilités. Donc vous allez voir que je vais poser énormément de questions dont je n'aurai pas les réponses, mais l'idée c'est vraiment ainsi de clarifier un peu tous les enjeux à venir à court terme, à moyen terme sur le cycle du combustible, pour accompagner les évolutions en cours sur la filière réacteur. Voilà pour l'essentiel. Donc, je vais vous faire l'affront, vous faire un petit état des lieux de l'état initial, de la philosophie du fonctionnement actuel du cycle en France, et ensuite on parlera un peu des horizons, de l'horizon de cet état actuel. Voilà. Donc aujourd'hui, le cycle du combustible à la française, on est sur... Alors, je vous fais un beau cas nominal où tous les réacteurs produisent au nominal et où toutes les usines du cycle fonctionnent au nominal, ce qui n'est pas arrivé depuis quelque temps. Mais le cycle théorique français, c'est chaque année EDF charge 1200 tonnes de combustible de ses réacteurs et en décharge autant. L'usine de La Hague en retraite, ici j'ai dit 1075, je prends des chiffres très précis, c'est du très théorique, mais 1075 tonnes de combustible traité chaque année, le reste étant du combustible MOX usé qu'on ne retraite pas. De ces 1075 tonnes, on tire une grosse dizaine de tonnes de plutonium qui viendront ensuite alimenter avec de l'uranium appauvri les 125 tonnes de MOX qui viendront à nouveau charger quelques réacteurs. Voilà, donc ainsi finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on économise un petit 10% de matières premières, on recycle le plutonium une seule fois, on parle bien de monorecyclage pour éviter de l'avoir dans les déchets, du hors MOX usé du moins. Et on réduit l'inventaire de combustible usé à entreposer et on en profite pour conditionner les déchets parce que pour rappel, pour la majorité des électriciens nucléaires du monde, le combustible usé est un déchet et c'est lui dont il faut préparer le stockage géologique. En France, on s'intéresse plutôt au stockage géologique des déchets conditionnés après traitement, même s'il y a des bémols, on en reparlera. Voilà, donc ça c'est vraiment un scénario nominal, on économise 10% de matières premières en recyclant le plutonium et en ne recyclant pas, en revanche, l'uranium, qui est considéré comme matière valorisable, mais non valorisée. Ce joli cursus repose aujourd'hui sur grosso modo 5 usines, 2 usines de traitement à La Hague, l'usine Melox qui fabrique le combustible MOX, et puis les usines servant à faire la conversion de l'uranium appauvri et du plutonium pour en faire ensuite du MOX. Ces usines ont un certain âge. Si je prends les usines de La Hague, on est sur des usines conçues, grosse maille, dans les années 80, construites dans les années 90, pour un horizon temporel d'une trentaine d'années. Donc on arrive à échéance de leur durée de vie initialement prévue, comme les réacteurs dira-t-on, et on peut très bien envisager une prolongation, de repousser les limites, le grand carénage, extension de durée de vie, appelez ça comme vous voudrez, oui. Ceci dit, dans les usines du cycle, contrairement aux réacteurs, on n'a pas la chance d'avoir une grande standardisation sur des dizaines d'unités, ou des centaines si on prend le REX mondial. On n'a pas la chance d'avoir un REX déjà de réacteurs, enfin d'unités qui auront 10 ans, 20 ans de plus que les nôtres. On est plus ou moins les pionniers là-dessus. Donc on a tout à découvrir et pas d'espoir de standardiser. Donc ces prolongations de durée de vie, on ne sait pas jusqu'où elles vont nous mener. Aujourd'hui, Orano déclare viser 2040 pour les usines de La Hague, voire 2060. C'est très spéculatif aujourd'hui. On ne sait pas combien ça va coûter, on ne sait pas quels seront les besoins entre rénovation ou construction de nouvelles installations. Et donc, c'est des usines qui commencent déjà à souffrir de leur âge. Là, ce que je vous ai mis, c'est un exemple parmi plein, mais que j'ai trouvé dans les documents de la CLI de La Hague. Donc, c'est des images publiques, donc j'en profite. C'est purement illustratif. Mais là, on a 2 équipements de procédés, moitié mécanique, moitié chimique, puisqu'on parle de ceux qui servent à dissoudre la matière résiduelle dans les embouts, les extrémités d'assemblage combustible, avant et après leur cisaillage. Les embouts tombent dans ce premier récipient où ils trempent dans l'acide, puis dans celui-ci où ils trempent dans l'eau et sont évacués vers le conditionnement des déchets. Le premier de ces rinceurs, les appelle-t-on, est doté d'une double enveloppe de chauffe.
pour chauffer l'acide à une certaine température. Et c'est cette double enveloppe qui s'est mise à craqueler et à se vider, à alimenter en eau chaude l'intérieur du rinceur. Donc là, ça a été arrêt forcé de toute la ligne de cisaillage et de dissolution, et puis potentiellement derrière, répercussions sur les lignes d'extraction-séparation, de conversion, jusqu'à la vitrification, pourquoi pas. Et donc, en urgence, un colmatage de la fuite par résinage, par un petit patch de résine, le temps de mettre en place quelque chose de plus pérenne pour reprendre les activités. Cet exemple, il vise d'une part à illustrer que le vieillissement, c'est une chose. On a le vieillissement par corrosion, par bouchage des équipements, par, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, par abrasion mécanique, pour le procédé mécanique. C'est la vie de l'usine, c'est pas normal, mais ça va être de plus en plus fréquent par essence. Voilà. Et ça veut aussi dire que toutes ces petites défaillances qu'on va devoir gérer, ce sont potentiellement des arrêts de production et donc des coûts supplémentaires et des traitements, des tonnages annuels traités par l'usine qui vont baisser. Voilà, donc comme je vous disais, les prolongations, on va les mener, il n'y a pas de souci. On ne sait pas par contre jusque quand, à quel prix et avec quelle cadence on va pouvoir maintenir au niveau des usines. C'est encore plus flagrant à Melox, qui est une usine plus jeune que celle de La Hague, mais qui, malgré tout, a déjà subi une usure prématurée assez sévère et qui est en fait concrètement déjà dans sa phase de grand carénage. On appelle ça à court terme le projet Relançons Melox et à moyen terme, on va dire, le projet GoMox. Voilà, l'idée c'est vraiment de remettre Melox sur les rails. Voilà, ça c'était le petit moment des primes. Les usines vieillissent, c'est un fait, et on n'est pas encore sur les rails pour leur faire leur cure de jouvence, on va dire. On va continuer à se projeter dans le futur. Là, donc, c'était ce qu'on a déjà en fait dans la face. On va parler à présent de ce qui nous arrive, ce qui est déjà dans les tuyaux et ce qui nous arrive dessus. C'est plus positif ce coup-là quand même. Pas que, mais ça va être plus positif. Côté amont, est-ce que je peux récupérer ma souris? Voilà. Oula, je suis en train de perdre le contrôle. Voilà. Côté amont, tout va bien. On va le dire franchement, les usines en France sont flambant neuves, à peu de choses près. Elles ne sont même pas encore en fait à leur capacité nominale. Donc quand je dis amont, je parle de la conversion chimique de l'uranium, je parle de l'enrichissement de l'uranium, pour l'essentiel. Côté fabrication du combustible, je n'ai pas plus d'infos que ça, mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles. A priori, ça tourne bien et Framatome continue à améliorer ses usines de fabrication du combustible. Donc c'est côté amont, vraiment tout se passe plutôt bien. Je fais un focus sur l'enrichissement parce que c'est dans l'actualité. Orano Chimie Enrichissement est en cours d'étude, après une constatation du public, en cours d'étude pour augmenter ses capacités d'enrichissement dans le contexte de géopolitique que vous connaissez tous, des électriciens occidentaux qui ne veulent plus trop dépendre de la Russie pour leur uranium enrichi. Donc voilà, on est en train de préparer au niveau d'Orano une augmentation d'à peu près 25% de la capacité d'enrichissement. J'en profite pour préciser que ces usines d'enrichissement toutes neuves de l'usine Georges Besse 2 sont de conception assez modulaire, ce qui permet de spécialiser différentes cascades de centrifugeuses. Et ça va nous servir, vous allez comprendre tout de suite. On a une augmentation de la capacité d'enrichissement dans les tuyaux et à tout petit peu plus long terme aussi des augmentations inédites du niveau d'enrichissement. Voilà. Aujourd'hui, tous les réacteurs électrogènes commerciaux, tous les réacteurs civils non de recherche, hors recherche, fonctionnent à l'uranium faiblement enrichi, LEU, avec un enrichissement qui varie entre non enrichi pour les réacteurs Candu, les réacteurs à eau lourde, à un tout petit peu moins de 5% au maximum pour ceux qui consomment l'uranium plus enrichi. Aujourd'hui, du côté des porteurs de projets de SMR, il y a un intérêt qui est très marqué pour le HALEU, le High Assay Low Enriched Uranium. Donc il s'agit d'aller chercher au-delà à partir de 5% et au-delà jusqu'à 19,9%, sans franchir la barrière symbolique des 20%. Un intérêt fort des porteurs de projets de SMR, et puis aussi en fait des électriciens traditionnels, puisqu'on a appris cette semaine qu'un électricien états-unien avait chargé un premier combustible à 6% dans ses réacteurs. Voilà. Donc il y a une demande et il y a une réponse qui est en cours de la part des enrichisseurs et de la part côté Orano pour la France. On se demande si on n'ira pas chercher du 6-7% d'enrichissement dans un premier temps, sans savoir encore si c'est Georges Besse 2 qui le fera, si c'est les usines américaines. Mais voilà, il y a la nouveauté qui se fait côté enrichissement, en capacité et en niveau d'enrichissement. Voilà. Vous aurez noté que l'image est évidemment anachronique. Là, on est sur la bonne vieille usine Georges Besse 1, mais j'avais pas de photo de centrifugeuse, figurez-vous.
Donc ce qu'on vise côté Orano, donc c'est les fameux 6-7%, et pour les SMR, il y aurait... Entre 0 et 20. Y compris pour Orano. Orano, pour le moment, ne parle que de 6-7%. D'accord. Voilà. La demande couvre toute la plage. Pour le moment, Orano ne parle que de 6-7%. Toujours dans l'amont, un secteur que je connais moins, billet d'Orano oblige, mais c'est la partie fabrication du combustible. C'est pas moi ça, si? Ah, l'extension, je ne l'ai pas, je l'ai plus en tête. Ce serait assez rapide parce qu'en fait, on s'intégrerait, et ça va trop vite, on s'intégrerait dans le décret actuel d'autorisation de création de Georges Besse, enfin dans le décret d'autorisation de fonctionnement. On n'est pas sur une modification, alors je ne sais plus si c'est notable, mais une modification qui demande de refaire toute l'enquête publique, etc. On est sur une concertation du public qui a déjà eu lieu, dont la CNDP a déjà donné son compte rendu, Orano a déjà répondu, les choses sont déjà en bonne voie. Voilà. En fait, ce qui manque quasiment, c'est que la décision d'investissement. Donc c'est à relativement court terme pour l'augmentation de la capacité d'enrichissement. Pour le passage à 6-7%, c'est qu'en état de réflexion. Ça, c'est, voilà. L'augmentation de l'enrichissement, c'est pour les réacteurs existants? Comme je disais, il y a des électriciens américains qui y sont déjà passés. Oui, mais c'est d'autres qui vont s'y intéresser. C'est la tranche 2 de la centrale de Vogtle, donc c'est un AP1000, si je ne dis pas de bêtises, qui lui est déjà passé à charger un assemblage à 6%. Donc les électriciens traditionnels sur les réacteurs actuels s'y intéressent déjà, mais c'est surtout pour les SMR. Voilà. Et vous évoquiez à un moment donné une capacité d'enrichissement, enfin, vous allez augmenter votre capacité d'enrichissement autour de 25%. Oui. Ça veut dire que vous avez déjà les stocks de matières premières pour augmenter ce... Il s'agit de... augmenter finalement la part, presque on est ici à 25% également de la matière. Je suppose, mais ça c'est la partie contractuelle, je ne sais pas. Mais en fait, il y a un fonds de roulement de toute façon dans les carnets de commandes et dans les stocks sur place, donc sur la durée, ça va se lisser quoi qu'il en soit. Mais puis de toute manière, c'est de l'enrichissement pour les électriciens étrangers. Donc c'est les électriciens étrangers qui approvisionnent cet uranium naturel à enrichir éventuellement. Voilà. Oui, c'est ça, c'est augmenter le portefeuille de clients au final pour Orano. Voilà. Donc, je reviens sur la fabrication de combustibles. Ceux qui sont en train d'émerger tranquillement, ce sont les combustibles tolérants aux accidents et toutes leurs variantes, les Enhanced Accidental Reactant Fuel. Westinghouse, Framatome sont particulièrement en première ligne à ce niveau-là. Je pense que côté Rosatom, ils ne doivent pas être en reste non plus. C'est des combustibles qui n'ont pas vocation à supprimer le risque de fusion, évidemment, mais être plus permissifs aux transitoires de fonctionnement, aux excursions de puissance, aux scénarios accidentels, et donc de faire gagner des marges qui sont soit demandées par les autorités, soit permettant de modifier la centrale, que ce soit en termes de puissance, en termes de durée de fonctionnement, etc. C'est un progrès qui est quand même assez chouette dans l'absolu. En tant qu'ingénieur sûreté, je suis premièrement félicité d'ailleurs, mais qui a été assez peu valorisé dans l'opinion publique. Ça n'a pas fait une bonne presse du tout à l'industrie alors que ça aurait pu le faire, ça aurait pu être sympa. Mais par contre, qui a été valorisé auprès de l'Union européenne. Et donc dans les longs débats dont vous avez très probablement entendu parler, parce que la semaine était très présente sur la taxonomie verte, le nucléaire a été reconnu comme vert sous une liste de conditions, et parmi elles, l'usage de combustible ATF, Accidental Reactant Fuel, sur les réacteurs qui prétendront à cette reconnaissance énergie investissement vert d'ici 2025. Donc ce qui était un atout est devenu une prise à la gorge finalement, qui va devenir très vite assez contraignant. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Ce n'est pas un sujet majeur sur le cycle, mais en vrai qui, par cette inclusion dans la taxonomie, peut prendre de l'importance. Au lieu d'être simplement l'amélioration continue, ça peut devenir un enjeu de survie de certains aspects de l'industrie. Sur quel élément joue-t-on pour améliorer le... Alors moi j'ai connaissance de cas de chrome ajouté tant à la gaine qu'aux pastilles. S'il y a d'autres, je ne sais pas. Voilà. C'est au détriment d'une caractéristique quelconque ou pas? Pardon? Est-ce que c'est au détriment d'une autre Je ne caractéristique? sais pas. Le prix, probablement. Mais... La difficulté, c'est qu'il faudra que la durée du cycle soit plus longue ou que l'assemblage produise plus d'énergie. Donc il y a un vrai problème de tenue du combustible, de tenue, pas aux accidents. Pourquoi il faudrait qu'il y ait un cycle plus long? Si vous mettez 6%, c'est que vous investissez oui. plus, donc il faut sortir plus d'énergie. Oui, dans le cas où on passe, oui. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais je l'avais mis un petit point là. Accessoirement, le fait de passer à 6%, ça va changer l'inventaire en produits de fission, ça va changer le résiduel en matière fissile dans le combustible après usage.
Et tout ça, c'est des extensions à prévoir sur les domaines de fonctionnement des usines de retraitement. Ce n'est pas un point majeur à première vue, mais voilà, ce n'est pas trivial du tout. Je reste dans le domaine de ce qui est déjà dans les tuyaux, ce qui arrive à court terme, et justement, je parlais d'aval, on y va. L'URE, l'uranium de recyclage enrichi. Ça, à très court terme, ça va être le sujet politiquement très très chaud du nucléaire, parce que, donc il s'agit, pour remettre un peu le contexte, dans mon premier graphique, je vous disais qu'on ne recyclait pas l'uranium. On l'a fait par le passé, on a cessé en 2013, et on a décidé, EDF a décidé en 2018 de reprendre ce recyclage de l'uranium à partir de 2023. L'uranium de recyclage, enfin de retraitement sorti des usines de La Hague, il est sous forme de nitrate. Il faut le passer sous forme de fluorure, de tétrafluorure, puis d'hexafluorure pour le réenrichir. Et autant l'enrichissement de cet uranium-là en France, on ne peut pas le faire, mais on n'aurait pas trop de mal à dédier un module de Georges Best II à le faire. Autant la partie conversion en UF4 et en UF6, on est relativement démunis. Et donc ce qui était décidé en 2018, c'était de renouer des contrats avec la Russie pour sous-traiter l'enrichissement et la conversion à la Russie et l'enrichissement à la Russie et à Urenco. Bon, voilà, nous sommes en 2023. Donc officiellement, il n'y a pas eu d'information sur une quelconque suspension de ce projet-là, donc à ma connaissance, ça continue. Alors ça a probablement pris du retard, mais selon toute vraisemblance, on pourrait commencer d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine à charger des premiers assemblages d'uranium recyclé dans nos réacteurs à CRUAS. Ça, d'un point de vue opinion publique, c'est une bombe éthique, parce que si on apprend que EDF y a dit on a cessé tout contrat avec la Russie lorsqu'il y avait des tractations, des envois et des renvois d'uranium médiatisés par Greenpeace notamment et par Mediapart, EDF a dit c'était le dernier, on a terminé. Et si on apprend que finalement on commence à charger du combustible à l'uranium recyclage, c'est une bombe médiatique en puissance. De toute façon, le nucléaire n'est pas sous embargo avec la Russie. Tout à fait. Non, pas le Ça nucléaire. paraît étonnant, le gaz, oui, mais pas le nucléaire. Parce que, essentiellement, pour autant que je sache, c'est parce que beaucoup de pays sont très dépendants de la Russie, notamment les États-Unis. C'est pour ça que ça continue à progresser. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre URE et URT? Ouais, l'URT, c'est l'uranium de recyclage issu du traitement, donc c'est à la sortie des usines de La Hague, et l'URE, c'est l'uranium de recyclage enrichi, donc c'est prêt à repartir en réacteur. Donc entre-temps, il y a les phases de conversion et enrichissement, justement. Voilà. URT devient l'URE plus tard. Tout à fait. URT est à 0,9 à peu près. Ouais, je continue de dire autour de 1%. Autour de 1%, donc un peu plus riche que l'uranium naturel, mais un peu pollué en produits de fission et en actinides mineurs, et donc même à l'état de trace, ça suffit pour polluer les centrifugeuses, les usines de conversion, et c'est pour ça qu'on n'a pas envie qu'on est un peu réticent à faire ça sur nos usines. Mais si on augmente la capacité de Georges Best II, c'était pour ça aussi, non? A priori, non. Ce serait pour enrichir l'uranium naturel. Le projet, c'est de faire enrichir cet URT par la Russie et en petite partie par Urenco, pas par Orano. Mais tout est possible. Je vous disais, c'est modulaire, les usines de Georges Best. Donc après, c'est la décision de la stratégie industrielle, la stratégie politique. De toute façon, c'est le but, c'est de montrer, voilà, il y a des possibles. Après, qu'est-ce qui va être retenu, je ne sais pas. Voilà. J'ai une autre question sur l'URE. Dans mon cas, du coup, vous avez combien de pourcentage d'URE par rapport au reste? À ma connaissance, c'est 100%. Oui, il n'y a pas de contrainte comme avec le MOX qui est chargé en plutonium qui change la réactivité du cœur. L'URE se comporte à peu de choses près comme l'uranium enrichi. Donc je n'ai pas connaissance de limite sur le pourcentage du cœur qu'on basculerait à l'URE. Alors après, peut-être pour des raisons de stratégie, d'optimisation, on fera un panachage, ça, mais je n'ai pas connaissance de contraintes, de limitations purement techniques. Voilà. Et puisqu'on parle technique, ce qui est prévu au fil du siècle, au fil de la décennie, je vais me calmer, au fil de la décennie, c'est de repasser les 4 réacteurs de CRUAS à l'URE, comme ils l'ont été dans les années 90-2000, et ensuite de pousser pour aller chercher 3 réacteurs de 1300 MW, qu'on basculerait aussi à l'URE. Et l'idée, ce serait de consommer un tout petit peu plus d'URT de la sorte qu'on en produit, et de commencer à avoir une décrue nette du stock de l'inventaire en URT. Voilà, qu'on a accumulé depuis quelques années, on a 30 000 tonnes. L'idée, ce serait qu'à partir de 2030, on commence à réduire cet inventaire. Voilà. Et puis Melox, évidemment, j'ai failli l'oublier. Là, c'est la partie moins joyeuse. Hein. Je vous disais tout à l'heure que l'usine de Melox a pris un coup de vieux. Des gros problèmes de qualité et de production. De qualité qui fait que l'usine génère beaucoup de rebut, et de production, du coup, et qui fait qu'elle génère peu de MOX pour les électriciens, pour EDF en particulier. Et qu'elle consomme peu de plutonium sorti de La Hague aussi, forcément.
Donc côté mélox, ça veut dire une production de rebut qui augmente, une consommation de plutonium qui diminue. Tout ça, les rebuts reviennent à l'usine de La Hague, le plutonium ne sort plus de l'usine de La Hague et ça s'accumule. Alors ça, c'est l'inventaire national, c'est pas que La Hague, mais quasiment tout est à La Hague. En tout cas, toute l'évolution, toute la croissance qu'on observe qui s'est accélérée, c'est côté Hague. Là, on n'est pas sur un risque de saturation, on est sur des installations qui sont complètement saturées depuis déjà 1 an ou 2. Et donc des extensions des capacités d'entreposage qui sont déjà lancées, d'autres qui sont à l'étude, pour pouvoir accueillir tous ces rebuts de production. Voilà, donc j'ai pas de statistiques, j'ai pas mis la main sur les statistiques de production de mélox, mais je trouve que l'inventaire global en plutonium séparé, en MOX non irradié, est assez illustratif du point de bascule. Voilà. Excusez-moi, ça c'est le plutonium non irradié, c'est les rebuts de mélox. Rebuts de mélox, PuO2, enfin plutonium sorti de l'usine de La Hague, et combustible MOX, pas encore. C'est-à-dire que c'est le PuO2, c'est le plutonium qui n'a pas encore été converti au MOX. Ah d'accord. Voilà. Oui d'accord, c'est bien. Parce que les rebuts de mélox, c'est des rebuts, donc ceux-là on ne va pas les réutiliser. Si. J'y viens. Donc là, oui, c'est bien l'inventaire de la somme en masse de plutonium des rebuts, du plutonium frais pas encore passé en réacteur et du MOX déjà fabriqué pas encore passé en réacteur. Ce qu'on appelle le plutonium sur étagère. Oui. Ça a subtilité parce que la partie qui est déjà dans les assemblages MOX, est-ce qu'elle compte encore sur étagère, c'est un peu plus subtil. Donc voilà, il y a une accumulation de plutonium qui est un problème technique, je vous ai dit, on a des problèmes de saturation d'entreposage. Politique, à ma connaissance, personne n'est venu nous chercher, mais la France a un engagement à ne pas accumuler de plutonium quand même. Et ça, c'est des déclarations à l'AIEA, donc c'est publication internationale. Donc pour le moment, ça n'a pas entendu de problème là-dessus, mais ça peut arriver à tout moment. Et puis il y aura un enjeu donc de désengorgement. Une fois que mélox aura repris un fonctionnement au plus nominal possible, tous ces rebuts, il va falloir les traiter. Il existe bien une installation sur l'usine de La Hague qui sert à redissoudre le plutonium américié ou le MOX pour refaire la séparation uranium, plutonium, américium et pouvoir les réintroduire dans le cycle. Mais c'est une toute petite unité avec une capacité qui est limitée. Donc il y a un enjeu vraiment de comment, une fois qu'on aura stabilisé, une fois qu'on sera sorti de la crise, qu'on aura stabilisé le problème, comment on réduit l'inventaire. Voilà. Je précise d'autant plus que l'IRSN va nous pousser, nous mettre des coups de bâton parce que tous les entreposages supplémentaires qu'on a mis en place ont vocation à être provisoires. Excusez-moi, c'est-à-dire sur les 92 tonnes qui sont à la fin, là, il y a tous les types de PU qui ont là des âges très différents. Oui. Donc là, il y a un problème quand même de la composition. Oui, bien sûr. Ils sont réutilisables tous quasiment. À condition de passer dans cette unité qui sert à le désaméricier et à séparer l'uranium pour ce qui est MOXé, tout à fait. Si mélox remarche, ça repartirait vite fait ce stock Ben non, justement, si mélox remarche, on va le stabiliser. On va stabiliser déjà, ce sera pas mal. Mais, Il y a 22 tranches qui peuvent charger le MOX en plus. oui, mais déjà mélox ne retrouvera pas la capacité de monter, aujourd'hui, ne montrera pas de quoi faire MOXer plus de réacteurs. Et puis encore une fois, c'est du combustible, c'est beaucoup de rebuts, donc ils sont déjà en mélange plutonium plus uranium appauvri. Et donc, pour refaire du combustible, il va falloir refaire une dissolution, une séparation et une réinjection. Donc voilà. Il y a tout le cycle à réinitialiser pour l'ensemble de ces matières. Il est bien prévu de boxer plus de réacteurs. Il y a 1300 qui va passer au Ouais, il est prévu de refaire marcher mélox. Voilà. Oui, évidemment, à terme, la stratégie, ce serait de... de toute façon, je vais y venir, mais ça va être de moxer plus de réacteurs. On va y revenir sur le moxage de plus de réacteurs. Et puis, toujours dans le court terme sur l'aval, les piscines. Les piscines de La Hague ne sont pas encore saturées, mais ça guette tout de même. Et donc, on a EDF a un projet de construire des nouveaux bassins, un et en option un deuxième bassin d'entreposage de combustible usé, notamment pour du MOX usé et de l'URE usé, dans l'attente d'une stratégie de retraitement éventuelle de ceux-ci. Voilà, donc en l'attente d'une décision différée à une date indéterminée. Je ne m'étale pas plus parce que de toute façon, les entreposages, on va en reparler encore après. Voilà, maintenant je me projette sur le plus long terme. Tout ce que je vous ai dit là, c'est des choses qui sont déjà soit des problèmes qu'on a aujourd'hui, des évolutions ou des problèmes qu'on a aujourd'hui, soit qui arrivent. Là, on est plus dans le domaine de la prospective, de ce qui pourrait se passer, de ce qu'on peut commencer à voir arriver. Je commence par le négatif et je viens sur le positif après. Voilà, je ne vais pas terminer sur une note trop négative.
Donc là, le négatif, c'est un possible ralentissement du déploiement du nouveau nucléaire, abandon de la logique de traitement-recyclage, abandon décidé ou de fait, en cas de décision un peu trop tardive de renouveler les usines. On va développer tout ça maintenant. Nouveau nucléaire, traitement-recyclage. Le nouveau nucléaire, aujourd'hui, on a une décision politique qui est prise pour 6 EPR2, plus 8 réacteurs additionnels, probablement EPR2, mais je ne crois pas que ce soit officialisé, en option, et puis un certain nombre, une certaine puissance de SMR. Aujourd'hui, pas grand-chose n'est fait politiquement. La loi de programmation énergétique, la loi de programmation énergie-climat doit sortir avant juillet 2023. On l'attend encore. Doit légalement sortir avant juillet 2023. C'est inscrit comme ça dans la PPE. Les chantiers ne sont pas encore sur le point de tout à fait prêts à démarrer et on n'a aucune idée des critères qui permettront de lever ou non l'option de 8 réacteurs supplémentaires, voire encore plus. Donc par rapport à ces dernières années, on ne navigue plus à l'aveugle, on navigue à vue. C'est mieux, c'est toujours pas de la grande stratégie. Et donc là, ce que je voulais mettre en exergue là-dedans, c'est qu'on est toujours exposé à des revirements politiques, une alternance ou sans alternance, un retournement de veste, ce ne serait pas la première fois, et revirement de l'opinion publique. Il suffit d'un accident ou d'un incident un peu trop médiatisé en France ou à l'étranger pour faire basculer l'opinion publique. Voilà, donc on est loin d'avoir cranté encore, d'avoir passé clapet anti-retour et de pouvoir dire c'est bon, c'est lancé. Ça, c'est pour la partie réacteur. Pour la partie traitement-recyclage, je vous l'ai dit, les usines de La Hague et le Melox ont de l'âge. Et quand on va commencer à parler carrément de les renouveler, oui. Oui, 2027 par hasard, c'est pas l'année de l'élection présidentielle. Alors, dans la loi, en fait, il était décidé. Je vous ai un peu tendu la perche. En fait, dans ce qui a été sorti dans les programmations, dans les travaux relatifs à la programmation énergie-climat, c'est qu'on veut mettre en place tout l'écosystème nécessaire à une décision d'ici 2026. L'écosystème d'ici 2026. Donc pour moi, ça veut dire potentiellement une décision 2027, ce qui va nous amener « Ah mais oui, mais c'est la campagne électorale, bon bah attendons 2028 ». C'est ma crainte. C'est complètement ma crainte. Voilà. Donc, et puis côté usine, donc je parlais de prolonger. Quand on parlera de renouveler les usines, on va parler d'un débat encore à quelques dizaines de milliards d'euros. Et qui va nécessiter au préalable de définir le nombre de réacteurs, le type de réacteur, la puissance des réacteurs, toute la stratégie de cycle qu'on veut. Est-ce qu'on reste sur du monorecyclage avec ou sans recyclage de l'uranium? Est-ce qu'on part sur du multi-recyclage, donc commencer à traiter et recycler le MOX, mais en réacteur repressurisé, en RNR? Et tout ça, ça va impacter le parc et ça va impacter quelles usines on va vouloir construire. Et donc la deadline qui est relativement consensuelle entre Orano, l'ASN et même EDF, enfin, tous les acteurs, c'est 2025. C'est pour ça que le gouvernement a proposé de se prononcer vers 2027. Voilà. Voilà. Et puis si on décidait trop tardivement de renouveler, même favorablement, on décidait oui, on renouvelle les usines, mais trop tardivement, on aurait tous les problèmes de saturation que j'ai esquissés tout à l'heure qui nous arriveraient dessus. Voilà, c'est vraiment une épée de Damoclès, plusieurs épées de Damoclès, rien que pour Orano-La Hague. Tout ce qui est entreposage déchets vitrifiés, ça va, on n'est pas à saturation, mais on est à flux tendu entre les constructions d'entreposage et la production de déchets vitrifiés. Donc là, on est avec une marge qui est confortable hors aléa, on va dire. Pour les piscines, on est sur... Alors, complément d'enquête va vous faire un super exposé demain soir pour vous en parler, des piscines qui sont au bord de la saturation. Et donc, en attendant le projet d'EDF, il s'agirait de densifier les piscines, donc d'augmenter le tonnage qu'elles contiennent en rapprochant les paniers de combustible. Pour le plutonium et les rebuts de MOX, je l'ai dit, la saturation, elle appartient déjà au présent. Et pour pas mal de catégories de déchets moyenne activité vie longue, on a des saturations qui guettent. Les projets de nouveaux entreposages sont déjà sur les rails, donc c'est comme pour les vitrifiés. Si tout va bien, ça va s'enchaîner naturellement. Si on commence à avoir des aléas, les marges ne sont pas généreuses. Voilà. Et puis derrière, ce que ça peut vouloir dire, alors juste un point avant de venir sur ma conclusion de cette partie-là, l'industriel est en tort à mes yeux, clairement, en particulier pour la saturation du plutonium. La courbe de tout à l'heure, elle se voyait quand même qu'il y avait une accélération des entreposages. L'industriel est en tort, mais côté gouvernance, on a une absence de stratégie politique qui va inciter de toute manière à différer ou à minimiser les investissements. Donc on risque de s'enfoncer en fait dans cette logique-là.
Et donc si on finissait par saturer, par engorger la Hague, que ce soit au niveau des piscines, au niveau du plutonium, au niveau des déchets, qu'on finissait par saturer complètement la Hague, la solution de repli pour qu'EDF puisse continuer à décharger du combustible, ce serait de passer le combustible à sec, entreposage à sec. Ça, les antinucléaires seraient très très heureux et ce serait probablement assez catastrophique parce que du combustible entreposé à sec, c'est du combustible qu'aujourd'hui on ne sait pas traiter. En tout cas, on ne sait pas dire si on saura le traiter. C'est un précédent, une grande victoire pour la lutte antinucléaire parce qu'elle compte bien là-dessus pour pousser vers la fin de la logique de traitement-recyclage. Ce serait pour les politiques une facilitation à décider de finalement juste abandonner le recyclage puisque bon, on a lancé tout ce qu'il faut faire l'entreposage à sec, maintenant c'est bon, on part là-dessus. Voilà. Et puis, alors c'est à la marge, mais côté CIGEO, un petit impact. CIGEO est prévu pour s'adapter à cette logique-là, mais ça aura un impact sur les coûts, sur les installations, sur les plannings, ça aura un impact à la marge sur CIGEO. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut craindre, qu'on ne sait pas, mais qui, oula, qu'est-ce que j'ai fait, mais qui pourrait nous arriver dessus à moyen terme, court moyen terme. Voilà. Maintenant, toujours dans le domaine de la prospective, si on regarde côté bonne nouvelle qui pourrait nous arriver dessus, on a quand même un peu d'options qui s'ouvrent à nous. Voilà. On va parler de SMR. Hein. Basiquement, cette partie-là, ça va être dédié au SMR. Côté SMR de 3e génération, on a une université qui augmente doucement. Aujourd'hui, le parc mondial, si on oublie les RBMK qui sont un petit peu quand même spéciaux, pour dire gentiment, on a un parc mondial qui est réparti entre des réacteurs pressurisés PWR ou VVER, des réacteurs à eau bouillante et des CANDU. Côté SMR, c'est globalement la même chose qui se passe. Pour la 3e génération, on est sur des réacteurs à eau lourde, des réacteurs à eau pressurisée, des réacteurs à eau bouillante. Ok, pas de grosses surprises dans les grandes lignes du design, on reste sur la 3e génération. En revanche, quand on regarde un peu plus en détail ce que proposent les porteurs de projets de SMR que l'AIEA suit, alors côté combustible, on reste sur du domaine du connu, uranium naturel enrichi, MOX, uranium de recyclage enrichi, ok. Pastilles de dioxyde d'uranium, ok. Particules en métal céramique, ok. De quoi on parle là? On voit qu'on commence déjà à aller chercher des nouveaux sujets. L'enrichissement entre 0,2%, donc dans le MOX, hein, c'est l'uranium appauvri, à presque 20%, le HLEU dont je parlais plus tôt. Et côté assemblage, du carré en 10-10, 17-17, 21-21, des assemblages chemisés, d'autres noms, des carrés, des hexagonaux, des éléments de CANDU. Bon. On n'est pas sur une révolution, mais déjà on voit que tout doucement, on commence à aller chercher des nouveaux combustibles, des nouvelles matrices pour la matière fissile, des nouveaux niveaux d'enrichissement. Donc on commence déjà à voir les perspectives du cycle qui s'élargissent un peu. Je vous parlais de ramification, ça y est, on a les premiers embranchements qui se dessinent pour ces designs de SMR. Maintenant, là où ça devient marrant, c'est si on parle des combustibles avancés. Donc on parle plutôt d'AMR, hein, des Advanced Modular Reactors, de réacteurs de 4e génération. Là, il commence à aller chercher des trucs originaux, vraiment originaux. Je commence par les réacteurs refroidis au gaz à haute température, donc essentiellement des réacteurs pensés pour produire de la chaleur et pas forcément d'électricité. 17 designs recensés par l'AIEA avec des combustibles particulaires en boulet, en pastilles, en prisme. Ça a déjà été un petit peu défriché par le passé. Des oxydes ou des carbures. Alors, carbure d'uranium, c'est déjà moins banal. Les enrichissements entre 3 et 20%, hein, on reste sur du HLEU et du LEU. Des réacteurs avec un rechargement par campagne, des rechargements en ligne, c'est-à-dire qu'on sort les boulets et on réapprovisionne les boulets au fur et à mesure, ou des réacteurs qui n'ont pas de rechargement, c'est-à-dire que le cœur fait la vie du réacteur. Côté logique de cycle, 6 cycles il y a, ça ouvre déjà pas mal de possibilités et de contraintes. Et puis certains qui proposent aussi de faire l'incinération du plutonium. Donc là, on commence déjà à aller chercher une bonne diversité en matière de chimie du combustible à l'amont, de physique du combustible. Voilà, les ramifications se multiplient. Mais c'est pas fini. Bon, on reste en terrain pas trop mystérieux. Côté AMR, il y a évidemment du monde sur le secteur du réacteur neutron rapide refroidi au métal liquide. Alors le sodium n'a plus l'exclusivité, les designs au plomb liquide commencent à être, on va être un peu plus nombreux. Mais on reste sur un domaine peu connu, mais déjà exploré. Voilà, on va dire ça comme ça. En termes de géométrie du combustible, on est sur des assemblages, des aiguilles regroupées en assemblage. Jusque-là, ça va, pas de folie. Qui baigne dans du milieu sodium liquide ou plomb liquide, ok, on a compris. Enrichissement entre 8 et 20%, et puis là, des oxydes, des carbures, puis des nitrures aussi, d'uranium, pourquoi pas. Et puis, quand il s'agit de fermer le cycle du combustible, du plutonium jusqu'à 23%.
Donc là, pareil, on repousse un peu les limites, ou en tout cas les possibles, sur la partie chimie du combustible. Et puis alors là, les sels fondus, là vous avez la totale. Alors je prends un peu de recul, mais je vous ai fait la liste, un petit résumé de ce que j'ai tiré de la doc de la IEA. Donc on a plusieurs pays qui sont sur le marché. Des combustibles, alors les sels fondus, attention, ils sont en 3 familles. Il y a ceux dont le combustible est un sel fondu qui circule dans le cœur, comme on imagine quand on parle de réacteur à sel fondu. Il y a ceux dont le combustible est un sel fondu, mais confiné dans des chemises, dans des enveloppes, dans des gaines, dans des tubes de force. Ça dépend, mais voilà, qui est lui-même confiné, qui n'est pas circulant. Combustible liquide, mais pas circulant. Et puis, il y a ceux qui veulent faire des réacteurs refroidis au sel fondu, mais avec du combustible solide, en boulet, des combustibles triso en boulet. Côté matière fissile, bon, bah là, on a tout le monde qui veut du HLEU, mais certains proposent aussi de prendre de l'uranium appauvri et du plutonium, du thorium, faire du cycle thorium, faire du cycle surgénérateur uranium-plutonium. On a même un modèle qui veut rester sagement le premier à l'uranium à moins de 5%. Voilà, donc ils veulent faire des sels fluorures et des rechargements tous les 7 ans, mais par contre, ils ne sont pas audacieux sur l'enrichissement. Et puis des logiques de cycle qui varient entre ceux qui veulent faire un seul passage en réacteur, combustible réacteur déchet, ceux qui veulent faire, j'ai dit, du cycle thorium, du cycle plutonium, enfin thorium-uranium ou uranium-plutonium, ceux qui veulent faire des incinérateurs qui pourraient aussi faire de la surgénération, ou ceux qui veulent faire des surgénérateurs qui pourraient aussi faire de l'incinération. Voilà, donc là vous avez concrètement toutes les possibilités qui sont sur la table. Ah, et puis je ne l'ai pas dit, en termes de sel, il y a les 2 grandes familles, sel chlorure, sel fluorure. Vous avez toutes les possibilités qui sont sur la table, et donc là pour les industriels, il va falloir prendre des décisions. Tous ces réacteurs qu'on a vus ne verront pas le jour. On a eu, que ce soit qu'on parle des SMR de type REP, REP, CANDU, que ce soit qu'on parle de ceux de 4e génération, tous ne verront pas le jour. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà assez de diversité dans les propositions, dans les avant-projets, pour se douter qu'à terme, il va falloir que nos industriels du cycle, que ce soit traitement, recyclage ou fabrication du combustible ou chimie enrichissement, sortent un peu de leur domaine de confiance. J'ai perdu l'expression exacte, mais vous voyez ce que je veux dire. Va falloir commencer à faire un peu de stratégie, un peu de prospective et prendre des risques. Mais là, on est dans le domaine de la stratégie industrielle, on n'est plus dans le domaine de la décision politique. C'est aux industriels de faire leur prospective et de se prononcer sur ce qu'ils considèrent le plus vraisemblable, le plus rentable, et de se lancer ou de laisser d'autres prendre les risques à leur place. Voilà. Donc là, c'était la partie rose. C'était un peu le foisonnement d'idées, le foisonnement d'innovations et toutes les perspectives qui s'annoncent à assez long terme dans l'ensemble. Côté aval, il y a du bon et du moins bon dans cette logique-là. Un point sur les déchets, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des porteurs de projets de SMR et d'AMR n'ont rien à dire sur les déchets. Ils vous diront s'ils veulent une logique de recyclage ou un seul passage en réacteur, c'est un déchet. Et après, pour ce qui est de la gestion du déchet, du conditionnement, du stockage à ultime ou de la gestion des produits de fission quand ils sont dégazés, évacués en ligne du réacteur, c'est globalement assez flou. Donc il y a potentiellement des points bloquants qui vont émerger à ce niveau-là. Bon, ça, c'est au porteur de projet de façon de s'aventurer à terme sur ce sujet-là. Et côté cycle, tout ce qu'on a vu sur la multiplicité des réacteurs et des cycles possibles, ça veut dire comment on fait la transition entre notre petit confort actuel où on fait du MOX, où on essaye de faire du MOX et puis on fera peut-être un peu de recyclage d'uranium, dans des réacteurs à eau légère, à eau pressurisée, ceux qu'on connaît, des EPR qui ne sont pas des révolutions à ce niveau-là. Comment on fait la transition entre ce petit confort qu'on a là et puis un cycle complètement innovant qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Voilà. Donc, quelle est la stratégie de cycle sur laquelle on se lance? Quels seront les réacteurs, les puissances des réacteurs et donc les besoins en matières premières? Est-ce que notre stratégie, ce sera de passer au plus vite en cycle surgénérateur parce que, par exemple, l'uranium aura explosé? Ou est-ce qu'on est sur une logique de transition progressive au fur et à mesure de l'épuisement du parc EPR2? Beaucoup de réacteurs ont besoin d'un stock de plutonium pour lancer un cycle surgénérateur. Oui, parce que je considère acquis que pour la France, on reste dans une logique de recyclage. Ce n'est pas si évident, mais dans ce slide-là, on va s'admettre ça. Comment constituer un stock de plutonium pour lancer un parc de surgénérateurs? Et donc là, ça pose la question de quel passif on a sur le plutonium, quel inventaire on a en plutonium séparé. Ah, pour le coup, on est pas mal. En MOX irradié, puisque c'est finalement un gisement de plutonium, le MOX irradié. Est-ce qu'on aura eu, par décision politique ou industrielle, une stratégie d'incinération préalable? On aura commencé à détruire du plutonium, à fissionner le plutonium sans logique d'isogénération ou de surgénération. Dans ce cas, forcément, ça revoit à la baisse l'inventaire.
et puis quelles installations pour produire ce plutonium, de quelle provenance, et puis quelles incidences diplomatiques si on fait un stock de plutonium frais. Voilà. Je vous dis, je pose que des questions, je n'ai pas de réponse. Quel vecteur isotopique? Chaque réacteur de 4e génération a une tolérance plus ou moins grande à un plutonium plus ou moins dégradé, au moins pour lancer le cycle, et tout s'annonce qu'une fois que le cycle est lancé et est en régime stationnaire, on peut prendre n'importe quel plutonium. Mais pour démarrer, beaucoup disent, il nous faut un plutonium, alors propre, c'est ça, avec un maximum d'isotopes pairs, pas trop vieillis surtout, donc si possible, qu'on vient juste de traiter, quoi, des combustibles qu'on vient juste de décharger, qu'on traite au plus vite, et on récupère le plutonium. Aller faire un stock de plutonium frais, forcément ça demande du temps de faire un stock, et donc il est plus frais au bout d'un certain temps. Est-ce qu'on peut se contenter du plutonium actuel et juste le désaméricier? Est-ce qu'il faut d'autres logiques encore industrielles? Est-ce que les usines actuelles peuvent le faire? Parce qu'à quel point on veut un plutonium frais? Est-ce qu'il faut du combustible qui est sorti de réacteur depuis moins de 6 mois? Ça, rien que pour le transporter, le MOX usé ou l'UOX usé, 6 mois c'est la limite. Et côté usine de La Hague, ça ne passe pas aujourd'hui. Hein. Voilà, quelles usines on appelle pour fabriquer ce stock de plutonium? Et puis, comment on articule tout ça avec un parc de 3e génération, 2e et 3e génération d'ailleurs? Est-ce que ces réacteurs-là seront fournisseurs de plutonium, incinérateurs? Est-ce qu'ils s'inscrivent dans le cycle ou est-ce qu'ils sont complètement en parallèle? Et puis, est-ce qu'on veut prendre en compte d'autres flux? Est-ce que, par exemple, on veut que les surgénérateurs servent aussi d'incinérateurs des actinides mineurs produits par les réacteurs à eau? Bon, ça part très vite, très loin, mais justement, je vais l'illustrer très bien. Alors, ça, c'est une illustration tranquille, celle-là. Un petit rapport du CEA des années 2000 qui justement se posait de ces questions-là, comment basculer d'un parc REP 2e génération et REP 3e génération vers un parc RNR, avec une phase de transition avec un parc 3e génération, une montée au début, une première phase de réacteurs rapide, une stagnation, et puis quand le parc 3e génération descend, on relance les constructions de RNR. Et puis tout ce que ça implique en termes de capacité de traitement, en combustible MOX, en combustible RNR et en combustible UOX et URE. Le CEA a déjà fait le travail, mais là on est sur un cas finalement assez simple, où Astrid et même Phoenix était encore en fonctionnement et Astrid était probablement dans les tuyaux, ou peut-être même pas encore d'ailleurs. Et on se disait, bon, après les EPR, ce sera des Phoenix, des Astrid+, des Super Phoenix. Maintenant, si on commence à prendre en compte tous les acteurs qu'on a vus tout à l'heure, des réacteurs à sel fondu, à plomb, à sodium, incinérateurs, surgénérateurs, ça se complique. J'ai piqué cette figure dans un rapport de stagiaire, aujourd'hui un doctorant de Felma, sorti de Felma, qui avait fait une modélisation de justement tout un cycle de l'uranium, tout un cycle du combustible. Donc là, c'est le cas assez simple avec des réacteurs à eau pressurisée 2e génération, des EPR, des flux d'uranium naturel, d'uranium appauvri, d'uranium enrichi, de plutonium, une partie qu'on recycle, une partie qu'on ne recycle pas. Voilà, ça c'est le modèle, en gros le modèle de calcul, la modélisation qu'il a faite. Puis il a voulu faire étendre son outil de calcul à des parcs synergiques entre réacteurs à eau pressurisée de 2e génération, 3e génération, des réacteurs à sel fondu surgénérateurs et des réacteurs à sel fondu incinérateurs. Donc là, sans faire le détail, voilà. Je trouvais que c'était très visuel. Tout ça pour dire qu'il va falloir vraiment qu'on se mette d'accord sur une stratégie de cycle si on veut arriver à détricoter tout ça et à savoir vers quoi on va, savoir quelles usines on construit. Les usines, je vais en reparler tout de suite. Je ne vais pas le détailler, mais c'est la même logique. Hein, c'est vraiment ce schéma-là, mais élargi à un cycle qui contient, enfin, une logique avec plusieurs filières de réacteurs. Voilà, donc j'ai l'impression d'avoir raté une slide. Est-ce qu'elle est juste après ou est-ce que je passais trop vite? Non, elle est là, tout va bien. Donc, c'est ma dernière partie, mon petit appel aux décisions, j'ai appelé ça, c'est un peu un fourre-tout de tout ce que j'ai pas eu le temps de dire et que je voulais mettre quand même dans ma conférence. Voilà, quelles sont les décisions à venir pour l'aval du cycle, en ayant en tête, avec tout ce qu'on a dit, que chaque décision sur l'aval a des répercussions sur l'amont et inversement. Multi-recyclage en REP, est-ce qu'on y va ou pas? Ça, c'est aujourd'hui la stratégie française officiellement, c'est de dire qu'à défaut d'avoir des réacteurs à neutrons rapides, on va recycler du MOX dans nos réacteurs à eau pressurisée. Argument en faveur, on montre que le recyclage, ce n'est pas un vain mot, qu'on ne fait pas 1% de recyclage, comme aiment le dire certains militants antinucléaires, qu'on continue à améliorer l'économie de matière, la logique de cycle, la logique de recyclage, même si on n'a pas décidé de faire des RNR. Et ça demande probablement d'adapter les usines plutôt que de les reconstruire, ce qui est plutôt confortable industriellement, politiquement.
argument contre, notamment, c'est qu'on dégrade le vecteur isotopique du plutonium et donc potentiellement se met des bâtons dans les roues pour un futur cycle surgénérateur de 4e génération dans un nouveau temps, 3e, 4e temps, j'ai perdu le compte, mais dans un temps ultérieur. Et puis potentiellement épuiser plus vite le potentiel des usines parce que dissoudre du MOX peut demander des acidités plus fortes par exemple et donc des problèmes de corrosion qui augmentent. Mais ça, on va dire que c'est du domaine de l'ingénierie de s'en préoccuper. Autre décision, si on fait de nouvelles usines ou qu'on modifie nos usines, quel procédé pour l'aval? Alors là, il y a un souci, c'est un M minuscule, séparation, je voulais dire, de l'américium. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Quel bénéfice-risque? Si c'est juste pour dire on sort des déchets, ça évite d'avoir à les stocker à CIGEO, c'est un thermosource en moins, aujourd'hui, bénéfice-risque n'est pas favorable. Si on dit c'est pour avoir une matière qui va alimenter des générateurs thermoélectriques à radioisotopes qui intéressent l'ANDRA, qui intéressent l'Agence spatiale européenne, ok, on n'est pas sur le même secteur, mais est-ce qu'on y va ou pas? Ça demande des modifications assez lourdes des usines, des procédés assez complexes, donc il faut les justifier convenablement. Soyons fous, parlons pyrométallurgie, pyrochimie, donc des alternatives aux procédés d'extraction en solvant qu'on a aujourd'hui en France, au Royaume-Uni, qu'on avait au Royaume-Uni, en Russie, aux États-Unis. Des alternatives donc aux fameux tributylphosphates. On serait sur des procédés qui seraient à haute température, souvent en sel fondu, avec une bonne synergie, donc avec des logiques de réacteurs à sel fondu. Pourquoi pas? Un cycle du combustible qui serait plus flexible, mais bon, une performance pas forcément aussi bonne en termes de décontamination. Ça, l'avantage des réacteurs neutrons rapides, c'est qu'ils s'en accommodent. Des sûretés à conforter, si on parle de température élevée. Une faisabilité industrielle, notamment économique, approuvée. Voilà, c'est pas acquis du tout, mais ça fait partie des questions à se poser. Séparation et incinération des actines mineures, neptunium, curium, là pareil, quels critères on cherche à atteindre pour aller vers cette voie-là? Est-ce qu'on veut le faire? À quel besoin ça répond? Et puis pour la partie sel fondu, fabrication de sel de plutonium par exemple, est-ce qu'on part sur de la filière chlore, de la filière fluor? Dans le tableau de tout à l'heure, il y avait sur une vingtaine de redesigns, il y avait 2 au chlore et le reste au fluor. Je vais le montrer parce que c'était quand même assez parlant. Je vais revenir dessus. Voilà. On avait, c'est ça, 2 réacteurs au chlore et le reste au fluor. Le souci, c'est que les 2 au chlore, c'est ceux qui vous proposent un cycle fermé uranium-plutonium et au recyclage du combustible Candu, donc on serait gestion logique de cycle aussi. Donc, c'est ceux qui ont moins de chances d'émerger statistiquement, mais c'est ceux qui nous intéresseraient le plus. Quand on est industriel, si on veut préparer une usine du cycle pour ces sels fondus, quelle option choisir? Bon, c'est partie des décisions sur la table. Et puis quel procédé? Ça revient au point sur la pyrométallurgie. Et puis pour terminer sur la question des nouvelles usines, est-ce qu'on part sur une usine UP4 et une usine en option UP'4 par exemple, de 2 fois 800 tonnes, donc on réplique le modèle actuel? Ouais, mais des tonnes de quoi? D'uranium naturel enrichi, de MOX, d'uranium de recyclage enrichi, de MOX REP ou de MOX neutron rapide. Voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais on a besoin d'une stratégie pour prendre des décisions, une stratégie de cycle à long terme pour prendre des décisions sur la partie industrielle. Et puis, est-ce qu'on dimensionne pour 14 réacteurs, 6 réacteurs ou 30 réacteurs? Voilà, ça, c'est encore pas défini du tout. Et donc, est-ce qu'on ne ferait pas, c'est quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois déjà, des plus petites usines de 200 tonnes par exemple, qu'on ajouterait au fur et à mesure des besoins. Comme ça, on suivrait l'évolution du déploiement industriel, du calendrier politique. Et puis chaque usine pourrait élargir la capacité de traitement de combustible par rapport à la précédente, ou chacune se spécialiser dans un type de combustible. Ce serait plus flexible, plus gourmand en R&D et en investissement très probablement, mais plus étalé sur le temps. Donc est-ce que ce ne serait pas plus vendeur stratégiquement? C'est la question, c'est une question. L'autre question, c'est où on les fout ces usines? Voilà. Moi j'ai une opinion, c'est sur une plateforme offshore, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de gens pour la porter cette idée-là. Mais en vrai, dans le rat blanchard, on garde la dilution des rejets comme les usines actuelles et on résout le problème de place. Et puis en plus, on va industrialiser ça pour mettre des hydrauliers. Bref. Pour Melox 2, pour faire un hypothétique Melox 2, on a les mêmes questions qui se posent, peut-être plus pressantes avec la fatigue en cours de Melox. Mais là encore, on peut difficilement prononcer un Melox 2 sans savoir quel réacteur, quelles usines de l'amont ou de l'aval, quelle usine de traitement. Quel procédé, quel combustible? Est-ce qu'on revoit entièrement le design pour laisser tomber les boîtes à gants? Est-ce qu'on est donc passé en 100% téléopération ou est-ce qu'on peut rester en boîte à gants avec des combustibles plus chargés en plutonium plus vieilli, du MOX usé, du MOX recyclé, je veux dire. Voilà, c'est toutes les questions qui pèsent un peu dans la balance.
Voilà. Et puis quelques notions complémentaires un peu en vrac. L'acceptabilité de l'opinion publique, elle n'est pas acquise, ni garantie dans le temps. Voilà, je tenais à le formuler clairement. Le facteur démantèlement va jouer à la fois sur les espaces disponibles, parce que l'usine de Lague a plein de place si on vit rue P2 400, mais voilà, sur les espaces disponibles, sur la confiance, sur les finances. En cas de freinage ou de stop and go des projets, que ce soit côté réacteur ou côté cycle, on pourrait avoir des impacts forts sur les provisions de fin de cycle. Si on provisionne les fins de cycle sur moins d'années, si on doit reclasser des matières en déchets, si on doit générer de nouveaux déchets parce qu'on aura décidé de ne pas lancer tel procédé ou de lancer tel procédé. Voilà, et des impacts qui peuvent être fatals pour l'industrie. Et puis un petit point pour rappeler que ces stop and go, derrière, ils mettent aussi en jeu tout le rayonnement technique et scientifique de la France, comme ça a été assez souligné lors de l'abandon du projet Astrid. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Quelques sources ici, si ça vous intéresse, mais merci. J'ai une question. Quand vous dites que le combustible stockage à sec poserait des problèmes de retraitement si on veut le retraiter après. Parce qu'aujourd'hui, tout est approuvé en fait. Le traitement du combustible est conditionné à une connaissance de son état, de son intégrité, et on a très peu de connaissances sur l'état du combustible après X années à sec. Alors qu'en piscine, il est à froid, il n'est pas corrodé, il est inspectable visuellement. Et donc aujourd'hui, en fait, on n'a aucune étude, à ma connaissance, qui justifie la retraitabilité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que rien n'est prouvé sur la retraitabilité du combustible qui est passé par un entreposage à sec. Il y a beaucoup de stockage à sec actuellement. En général, c'est pour 100 ans. Les gens disent pour 100 ans. Mais donc, vous, ce que vous pensez, c'est que c'est le problème de l'assemblage lui-même qui serait difficilement retraitable pour des questions plutôt mécaniques ou métallurgiques. Oui, chimique aussi, mais oui, c'est ça, l'état du combustible. Ou alors des usines qui seraient conçues pour des combustibles dégradés ou des choses comme ça. Mais en fait, on a très peu de connaissances sur l'état du combustible après X années à sec. Et c'est peut-être nous qui n'en avons pas parce qu'on pardon, c'est pas sec, mais tous nos alter-ego nucléaires de stock à sec. Donc, Oui, mais personne ne retraite derrière. Tous les Américains, il ne faut pas voir dedans. Non, mais il est fait pour 100 ans. Il est fait pour ça, puisqu'on retraite maintenant. Oui, ben pour l'instant, Oui. il est calculé pour 100 ans. Pour 100 ans, puis ensuite stockage géologique sans forcément de reconditionnement. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de règles sur des réouvertures d'emballage d'entreposage à sec après 10 ans ou 20 ans à cette température. Aujourd'hui, dans les piscines, on justifie d'une non-corrosion parce que la température est basse. Si on est à 400 degrés dans un emballage, c'est plus la même histoire, quoi. Alors, le corollaire, si on ne retraite pas le bloc usé, donc il faut un nouveau entreposage de box usé qui est actuellement, qui va être en construction. Combien de temps on peut tenir sans prise de décision sur le recyclage du box usé? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais EDF aujourd'hui a prévu un bassin pour tenir plusieurs décennies et un deuxième en option déjà dans le dossier d'autorisation. Donc ça nous ramène à la fin du siècle. Ouais, au moins à la fin du siècle. D'accord, à ce moment-là, le stockage du box usé, on peut continuer à stocker du box usé. Entreposé en piscine. Oui. Oui. L'usine de vieillissement des usines de retraitement, la Hague, ça ne présente qu'un risque en termes de production ou ça présente un risque en termes de sûreté? Globalement, toutes les usines ont été conçues avec une logique assez déterministe pour que chaque défaillance ait une barrière supplémentaire de protection. En fait, donc, on n'est pas sur des enjeux de sûreté. Pour ce que j'en ai vu, on est sur éventuellement la partie rejet chimique, parce que quand on a une colonne de recombinaison des vapeurs nitreuses qui est en rade, il y a moins de défense en profondeur sur la partie purement chimique, par exemple. Donc il y a une possible dégradation à ce niveau-là, mais sur la sûreté nucléaire, on est plutôt sur de la production. Parce que dès qu'il y a un souci, on arrive généralement à le détecter, à mettre à l'arrêt l'unité, l'atelier ou la chaîne entière, et à s'en occuper. Après, il peut y avoir un vieillissement structurel vis-à-vis du risque sismique, par exemple. Et là, c'est toute la question des réexamens périodiques qui ont ça dans leur scope, quoi. Je voudrais
voudrais Monsieur. être porteur d'une question qu'on m'a demandé de poser par un de nos adhérents qui n'a pas pu venir ce soir, M. Bachwitz. Vous l'avez abordé en partie en disant les réacteurs neutrons rapides ont besoin d'une charge en plutonium importante pour démarrer. Il a indiqué, pour moi, à peu près 1000 MW exigerait à peu près 15 à 20 tonnes par réacteur. Et ce que vous dites, ce que vous nous avez dit aujourd'hui, c'est que ce plutonium-là, il a besoin d'être récent ou frais. Ça dépend des technologies de réacteurs. Ça dépend de la technologie du RNR. Oui, tout à fait. Donc certains ont cette exigence, ce besoin-là. Peut-être que d'autres prétendront s'en affranchir complètement, ce qui sera tout à leur avantage dans une logique de déploiement. Et voilà. C'est une des questions pour certains modèles, pour le citer clairement, NAREA. Eux, ils veulent du plutonium qui vient juste de sortir de réacteur si possible. Voilà. C'est un exemple, peut-être le cas de d'autres, mais pour discuter avec les gens de chez eux, voilà, c'était ce qui m'ont fait remonter. Sur la RNR, excusez-moi, petite question. Vous avez mentionné plusieurs fois les réacteurs rapides, mais en termes de politique énergétique, on n'en parle pas. Est-ce qu'il y a une option qui est proposée, qui a été proposée, ou c'est la prospective vraiment interne Non, c'est... parce que Oui, alors il y a des projets de SMR qui émergent, y compris en France, à neutrons rapides, mais en termes de stratégie, non. Parce que tant le PR2 que Novard, c'est pas du neutron rapide. Non, mais côté CEA, ils ont montré dans leur incubateur plusieurs startups qui proposent de faire du rapide. Et puis hors CEA, il y a Nucléo aussi qui est sur ce créneau-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en termes de stratégie politique, ce qui est sorti dans ce document-là, qui est assez récent, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment de mettre en place, de faire toutes les études d'ici 2026 permettant de prendre une décision à ce moment-là politique, mais une décision sur la semi-fermeture du cycle. Donc à ce moment-là, on parlerait que d'aller vers du multi-recyclage en réacteur pressurisé, peut-être, ou je ne sais pas trop, mais voilà. On aura au mieux, courant 2026-2027, d'une stratégie sur le court terme de ce moment-là. Voilà. Et la plupart des startups se préoccupent effectivement de la technologie, éventuellement avec le rapide de pouvoir utiliser une partie non négligeable de l'uranium, mais ils ne se préoccupent pas tellement que ça de la fin du cycle. Et ça dépend, ils sont bien obligés. Alors déjà, ils ne sont pas si nombreux à être intéressés par faire du recyclage en proportion. Alors en France, oui, parce qu'on a ce billet historique, mais ce n'est pas tant de startups, de SMR et d'AMR qui veulent faire du recyclage. Et ils seront bien obligés à un moment de regarder l'aval, quoi qu'il en soit. Ils ne peuvent pas penser leur réacteur dans une logique de recyclage sans s'incorporer à l'aval. Oui. Alors moi, ma question posée sur la multiplicité des projets de réacteurs futurs, notamment des SMR, pas que, à un moment donné, il va falloir arbitrer. Et vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne verront pas tous le jour, déjà. Et finalement, cet arbitrage, d'après vous, qui c'est qui va le faire? Est-ce que c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui va dire ça, on y va, ça, on arrête? Le politique, il ne le fera pas, de toute façon. Donc l'industriel, il ne va pas s'engager, faire des investissements sur des projets qui ne mèneront à rien. Donc ça va se passer comment? Ça va être très multifactoriel. Alors déjà, il y a une partie purement technique. Il y en a qui ne vont pas réussir à atteindre leurs rêves. Voilà, il y en a déjà qui vont se prendre le mur. Ça va s'arrêter là. Il y en a qui n'arriveront pas effectivement à donner satisfaction à l'autorité de sûreté. Il y en a qui sont dans une logique de on veut être concepteur du réacteur et exploitant, et donc vendeur d'électricité et de chaleur, et d'autres qui vont dire on veut juste livrer un réacteur clé en main et on ne fait que fabriquer un réacteur, nous. Et donc est-ce que les uns et les autres trouveront leur marché? Il y aura une grosse partie logique de marché également. Est-ce qu'ils trouveront leurs financeurs aussi pour mener les projets à terme? Parce qu'on est sur une logique start-up, écosystème de start-up, donc certains trouveront les bons financeurs, les bons investisseurs, d'autres non. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu. Et par contre, à un moment, il faudra bien qu'il y ait un arbitrage s'il y a plusieurs options sur la table, par le politique, par l'industriel, ou s'il n'y en a que deux, les faire coexister, pourquoi pas. Et là, il faudra une stratégie quand même qui articule les... Je ne m'attends pas à ce qu'il y en ait autant qui arrivent jusque-là. De toute façon, c'était tout l'objet de ce que je racontais, c'est qu'il faut évidemment une stratégie à un moment. Une stratégie avec des portes ouvertes à plusieurs options, et puis des moments où on va se dire, bon bah là, on fait un choix. C'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est attendu. Progressivement, sur la fabrication du combustible d'abord et ensuite sur le retraitement éventuel, on va voir qu'est-ce qu'on fait des déchets et tout ça.
Ça va être difficile de faire de manière séquentielle parce que tous ceux qui veulent faire du sans recyclage, il va falloir qu'ils aient de toute façon dès leur dossier d'option de sûreté, donc très en amont, une solution pour les déchets. Et ceux qui veulent faire du recyclage, il faut qu'ils aient été voir les industriels du recyclage pour se mettre d'accord. Donc ça va se faire en parallèle nécessairement. C'est déjà commencé. Il y a certaines startups qui sont déjà en discussion avec Oui. Orano. Oui, mais je ne sais plus ce qui est public et ce qui n'est pas là-dedans, je ne me suis pas avancé sur ce terrain-là. Mais oui. Non, mais aujourd'hui, tous les enfin, comment dire, les porteurs de projets, ils portent les projets devant la BPI pour avoir quelques financements. Aujourd'hui, c'est la BPI qui finance un certain nombre de projets. Mais on en est au stade de l'avant-projet simplifié. C'est-à-dire c'est même pas un APD, quoi. On est sur la PS, donc c'est récupérer des fonds étatiques pour pouvoir développer des projets. Mais effectivement, il y a peut-être 99% des ingénieurs qui vont faire pchit. Dans ce que vous avez présenté, il y a effectivement Neward, NewScale, Hitachi, tout ça, qui sont des gens qui ont déjà du combustible. C'est-à-dire le combustible existe, et donc il n'y a pas à le qualifier déjà, premièrement. Donc ceux-là, ils verront peut-être le jour, probablement. C'est un peu la vision qu'on... J'avais une question sur le multirecyclage. Oui. Vous y croyez? Multirecyclage en réacteur repressurisé? Oui. Alors, pour ce qui est d'y croire, oui, ça me paraît tout à fait faisable. Je ne pense pas que ce soit pertinent, par contre. Mais techniquement, vous pensez que c'est possible? Ouais. Vous pensez qu'on va casser le problème du plutonium La faisabilité ne m'inquiète pas. Après, est-ce que ce sera faisable à un coût raisonnable avec des moyens techniques actuels ou complètement innovants? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, oui, pour ce que j'en ai vu, je n'ai pas vu d'impossibilité. Alors oui, il y a le problème de la solubilité du plutonium qui reste évidemment le gros point dur. Mais les études avancent à ce niveau-là, les expérimentations aussi. Ça veut dire que le MOX usé qui sort, il faudra le retraiter. Oui. Mais l'usine dont vous parlez, par exemple l'UP3 qu'il faudrait faire, elle n'est pas adaptée à un MOX qui aurait fait 2 tours. Les futures nouvelles usines, oui. On ne sait pas, en fait, il n'y a rien qui est décidé. Ça se trouve, on va leur mettre dans le cahier des charges. C'était la logique, c'est ça, c'était déjà la logique du projet de traitement des combustibles particuliers de la Hague, qui était de pouvoir considérablement élargir le spectre des combustibles qui peuvent être acceptés, en petite quantité, mais avec un spectre très très large. Ce sera peut-être le même cahier des charges pour une future nouvelle usine, mais voilà, encore une fois, il n'y a aucune stratégie à ce niveau-là, et on ne sait même pas encore si on ne va pas finir par se dire on va jusqu'au bout des usines actuelles et on s'arrête. Bon. Vous avez parlé du projet Astrid. Est-ce que vous pouvez en dire davantage sur la situation actuelle du projet? Globalement, Astrid donc c'était un projet de réacteur de recherche à neutrons rapides au sodium qui a été abandonné en 2019 par le CEA, par EDF et par l'État, sans consultation du Parlement, malgré plusieurs lois qui l'imposaient, soit dit en passant. Et aujourd'hui, ce qui est relativement bien admis, c'est que Astrid a ressuscité en Hexana, la start-up que le CEA a présentée cette année, qui conçoit un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium, va reprendre autant que possible ce qui a été fait pour Astrid. Et je sais que Nucléo, donc là on est hors CEA, essaye aussi de récupérer un maximum de connaissances, de propriétés intellectuelles, enfin de brevets ou des choses comme ça. J'ai vu que Astrid avait été complètement abandonné et livré aux États-Unis, en Amérique. Ah non, juste abandonné. Mais apparemment, pas moi ce que j'ai vu, c'est que ça avait été racheté notamment par Bill Gates. Bill Gates, ça fait un paquet d'années qu'il est sur des concepts de réacteurs de 4e génération, mais un coup il nous a promis des réacteurs à ondes progressives, réacteurs dont la zone le cœur était immense et la zone dans laquelle avait la fission se propageait au fur et à mesure, pour un réacteur qui tiendrait 100 ans. Puis il est parti sur les réacteurs à sel fondu, puis il a aussi une branche qui s'intéresse aux réacteurs trop rapides, et peut-être qu'il a fait des partenariats avec le CEA, ça c'est possible, mais il n'y a pas eu de revente du design vers les USA. Et vraiment aujourd'hui, ce qui ressemble le plus à Astrid, c'est le projet Hexana, mais qui est une start-up, donc un autre mode de pensée, donc on verra ce que ça donne. Dans les dossiers, ITER fait partie des dossiers, c'est tellement... Pardon? C'est autre chose. Oh, C'est tellement à long terme que c'est... Ouais, non, mais c'est surtout qu'il n'y a aucune interface. Je veux dire, la seule interface, c'est sur les radioprotectionnistes, qui est un petit peu filière déchets.
Mais en fait, ITER ne s'inscrit pas du tout dans le logique de cycle, ne s'inscrit pas dans une planification énergétique avant très longtemps, ou comme consommateur d'énergie, mais pas comme producteur. Donc non, non, c'est complètement hors champ. Et toutes ces startups qui sont en train d'émerger, elles vont chercher où la compétence combustible? Elles vont chez vous, elles vont d'où vient la compétence combustible qui leur permet de concevoir ces Beaucoup des jeunes sortis de thèse ou d'école, pour ce que j'en connais, et sinon, oui, des gens qui viennent de la filière, qu'ils attirent par des salaires, par des conditions de travail, par des lieux, des implantations, tout simplement. Ouais, moi j'ai un projet qui est en galère parce que mon rédacteur vient de partir chez Narea, voilà. Donc, mais c'est bon, c'est des concurrents finalement sur le marché de l'emploi. Et il y a une certaine grogne qui s'établit entre les gros donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre et les petites startups. Elle n'est quand même pas l'expertise dans le domaine du combustible sur ces 30 dernières années ou ces 20 dernières années, elle n'est quand même pas aussi. Regardez ne serait-ce que Narea qu'ils ont recruté, Joël Guidez et je ne sais plus qui est le second, mais qui sont des pontes du CEA ou du CNRS, je ne sais plus, sur les réacteurs rapides et sels fondus. C'est des gens qui ont 30 ans, 40 ans d'expertise, toujours dans le même laboratoire, qui ont vu une opportunité de porter leur projet dans un écosystème nouveau, ils ont sauté sur l'occasion. Enfin, je ne les connais pas personnellement, mais c'est comme ça que je l'imagine. Nucléo annonce 450 personnes chez Nucléo. C'est étonnant, là, parce que c'est financé par un gars qui a beaucoup d'argent, et donc il met beaucoup d'argent dans le projet. Parce que ce n'est pas l'argent de la BPI qui finance, qui peut financer 450 personnes chez Nucléo. Non, non. La BPI donne, donne 15, 20 millions d'euros, mais pas pour payer 450. Après, Nucléo, ils profitent d'être internationaux, et donc ils profitent des gens qui faisaient de la recherche fondamentale en Italie, tous les descendants de Carlo Rubbia. Ils profitent probablement aussi un peu d'une expertise au Royaume-Uni, parce qu'il y a eu des réacteurs à neutrons rapides au Royaume-Uni, donc il y a peut-être des gens qui ont encore une compétence et qui ont trouvé un endroit où la valoriser. Mais oui, bien sûr, il y a un vrai enjeu de compétences, de cannibalisation des compétences. C'est vrai que je n'en ai pas de jour, c'est vrai que ça aurait eu sa place dans la conférence. Ils doivent être 50 aussi, ils arrivent à faire. Jimmy, j'ai plus entendu parler depuis très longtemps, je ne sais même pas s'il existe encore. Si? Ouais? Ils étaient ce matin à la convention SFEM. D'accord. D'accord. À un moment donné, quand certains projets vont s'arrêter, les gens qui sont dedans vont se retrouver en fait chez les concurrents. Oui. Il va y avoir un regroupement des compétences, comme ça s'est fait pour l'industrie automobile. Et pour le spatial. La quantité de producteurs de voitures qui pouvaient exister, puis au bout du compte, il reste 2 ou 3. Les gens montent en compétences par des projets, des entreprises diversifiées, finalement finissent par mettre tout en commun dans quelques solutions qui émergent. Telle compétence un petit peu pointue là, qui est perdue, puisque le truc s'évapore, se retrouve, tombe bien comme une pièce de puzzle, d'autres chez quelques autres. C'est vrai que j'ai dit cannibalisation, aujourd'hui c'est un peu ce qui se passe, mais à terme ça peut être vertueux, oui. Ça peut être vertueux, c'est comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent. Et vous qui observez ça, vu la renaissance du nucléaire dans le monde, la meilleure solution, ça reste le RNR? Je suis plus en plus partagé parce que les porteurs de projets à sel fondu ont des arguments de plus en plus étoffés, des gens que j'estime qui y croient, donc je suis partagé entre les deux, je deviens agnostique. Très longtemps, j'ai été formé par le CEA, j'ai fait l'INSTN, le génie atomique, j'ai été dans le moule CEA, réacteur neutrons rapides, Superphénix, Astrid, tout ce que vous voulez. Pendant très très longtemps, j'étais à fond là-dedans. Maintenant, je me pose en retrait et j'attends de voir. Les réacteurs haute température, je pense que l'intérêt sera assez limité, parce qu'ils vont vite se heurter aux besoins d'hélium, qui est un gaz quand même pas très rare, par définition, mais peu abondant, aux besoins de combustible, des exigences de qualité sur le combustible qu'ils ont du mal à accomplir avec les particules triso, des problèmes de taille des réacteurs et de puissance limitée, des problèmes de corrosion qui ne seront pas les seuls à avoir, mais qui s'ajoutent au reste. Bref, je suis assez sceptique sur les réacteurs haute température, à part dans quelques usages de niche peut-être, spatial notamment, mais par contre, entre sel fondu et... En termes de bon usage de la ressource uranium, les sels fondus peuvent concurrencer les RNR? Ils ont la possibilité de faire de la surgénération, de l'incinération, de faire tout ce que vous voulez comme les RNR. Ouais. Et ils annoncent une plus grande flexibilité, ça reste à prouver, mais potentiellement avec plus de flexibilité encore que les RNR. Ah, je prends des pincettes, mais en tout cas, sur le papier, ils ont des arguments pour. Et il y a des LNG militaires dans certains pays significatifs
Militaire? Oui, aux États-Unis, en Chine. Je ne suis pas plus au courant que ça. Je sais que côté DARPA américain, donc pour le spatial, oui, ça les intéresse, mais sinon, pas plus de billes à ce niveau-là. Et à Mont et Aval, là, c'est pas fait 100% France. Il y a assez discuté avec les partenaires, avec les clients, comment ça se passe. Bah. Georges Best 2, tout ce que vous avez montré pour le futur. Alors côté amont, c'est un marché qui est clairement international, donc oui, Georges Best 2, l'extension de capacité, c'est dans le but d'aller chercher d'aller remplir la demande des électriciens d'Europe de l'Est et des États-Unis. Côté aval, en France, on est très seul pour le moment, donc c'est surtout franco-français. En fait, il n'y a que le Japon et nous qui sont... Oui, le Japon, autant que possible, avec une usine qui ne marche pas tout à fait et des réacteurs qui ne marchent pas tout à fait, parce qu'ils en sont à quoi 12 réacteurs qui tournent, je crois, le Japon. Et vous n'avez pas parlé des besoins en amont, des besoins d'uranium naturel, enfin pour le, je dirais pas des SMR, disons pour la renaissance nucléaire. Aujourd'hui, les besoins en uranium naturel, en conversion, tout ça on est, par exemple, Orano est capable d'encaisser, je dirais un doublement, comme le dit l'AIEA, un doublement du parc actuel en 2050. Alors Orano n'a pas vocation à doubler sa capacité, pour le moment en tout cas, mais déjà si l'usine de conversion de Philippe Coste arrivait à sa capacité nominale, ce serait déjà pas mal, parce qu'on n'y est pas encore, raison de marché, raison technique. Mais après, ça va être des décisions de stratégie industrielle, d'investissement ou non. Hein, ça, Dans le monde, il y a Corano et quasiment Urenco. Les Russes, ils font de la conversion. Les Américains ont quasiment abandonné la conversion. ouais. Côté conversion, c'est vrai que le marché... côté chinois aussi, ils ont... Ouais, mais le gros doublement de la capacité va se passer là-bas. Le gros du doublement de la capacité. Hors Chine, la production nucléaire ne va pas augmenter très vite, très fortement, très rapidement. Donc, oui, mais à ce moment-là, ce sera à regarder. Hein. Déjà pour GB2, pour l'enrichissement, on augmente de 25%. Pour la conversion, on va voir au fil du temps. On va déjà atteindre la capacité nominale, ce sera déjà un début. Bon, Tristan, merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Encore merci pour l'invitation.